Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission L'air du temps en compagnie. Vous avez vu, j'ai comme la chance d'avoir avec moi les sémillants, les meilleurs, autant le dire. Tu es souriant. Ah, je suis souriant, voilà. Oui. Alors, je voulais vous présenter les sémillants. Jean-Pierre Gégère, patron de la semaine, bonjour. Bonjour. L'excellent Denis Berche, comment je veux dire après sémillant? L'excellent, c'est bien aussi, non? Oui, merci, ça. Denis ça Berche, le rédacteur en chef de l'Essentiel, à eux deux, quand même, c'est l'info qu'il faut lire tous les jours ou toutes les semaines. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Et puis, Patrice Lombard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Lorraine. Oui. Et avant cela, alors j'ai vous me dites si c'est faux ou pas, hein, histoire de vous présenter, Monsieur Lombard. Vous êtes un ancien directeur général de la jardinerie Lombard qui était implantée à Verdun. Tout à fait. Vous êtes ingénieur horticole, École nationale supérieure d'horticulture de Versailles. Voilà. Excusez du peu. Paysagiste diplômé, École nationale supérieure du paysage de Versailles. Oui. Vous êtes diplômé de l'Institut d'administration des entreprises, faculté droit de Paris-Dauphine. Tout à fait. C'est pas mal quand même. Oui. Vous voulez rajouter un truc? Non, c'est que je suis toujours chef d'entreprise parce que je gère encore une petite entreprise de librairie-papeterie dans la Meuse, et puis que dans mes responsabilités au niveau du MEDEF national, je suis actuellement membre du conseil, enfin du comité statutaire du MEDEF, qui est composé de 6 personnes issues du conseil exécutif du MEDEF, où j'étais encore il y a peu de temps, en charge des problèmes statutaires du MEDEF et aussi de l'organisation de l'élection à la présidence du MEDEF. Pouvez-vous expliquer à nos amis ce qu'est le MEDEF en 2 mots? Alors le MEDEF, écoutez, c'est le plus vieux syndicat patronal qui puisse exister. Parce que Laurence Parisot nous a fait peur. Hein. Un diagnostic très noir de l'économie française. Tout à fait, oui. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, mais j'attendais. Si vous m'autorisez, deux choses. D'abord, m'excuser auprès de vos téléspectateurs, j'ai une voix un peu sourde. J'ai chopé une petite grippe dans les 48 dernières heures. D'autre part, je voudrais, avant toute chose, parce que ça va aussi vous donner des clés de lecture, tant de ma part que, évidemment, de la part du MEDEF, sur notre vision de l'entreprise. Alors, pour nous, une entreprise... Attendez, Monsieur Lombard, excusez-moi, mais ce serait mieux que vous répondiez à nos questions. Parce que non, mais je vais vous dire ça. 20 secondes. Non, 20 secondes. parce qu'on a plein de choses à vous dire. 20 minutes, ça va passer très vite, vous allez le regretter à la fin. Alors, 10 secondes. Alors, l'entreprise... Pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un groupe qui est fait d'un chef d'entreprise, de salariés, d'employés, de cadres, de clients, de banquiers, d'investisseurs. Et c'est quelque chose qui est un morceau de société. L'entreprise, c'est là où se passe un peu l'épanouissement de tous. C'est au cœur de la société et la place de l'entreprise est fondamentale. Je termine. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire, et c'est en ça qu'on va répondre aux questions que vous me posez, l'entreprise, c'est elle qui fait vivre la société. C'est elle qui assure la création de richesse. C'est elle qui paye l'impôt. C'est elle qui crée le lien social. Sans l'entreprise, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de fonction publique. Il faut le savoir. Et toute notre réaction, si vous voulez, aujourd'hui, elle est dans le sentiment qu'on a que l'entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme étant au cœur de la société. Alors maintenant, je peux réagir si vous voulez. Non, rien dit, vous êtes déjà en train de vous défendre alors qu'on n'a strictement même pas commencé. Je me défends Jean-Pierre, on vous demandait ce que c'est que le MEDEF, donc vous avez dit alors, le MEDEF, c'est le plus ancien syndicat patronal. C'est un vieux syndicat patronal qui fait sa mutation. Qui a connu une révolution il y a une quinzaine d'années avec le baron Sellière. Le baron Sellière, qui est passé oserais-je dire, du CNPF de l'époque au MEDEF, qui est un mouvement d'entrepreneurs. Qui, avec Laurence Parisot, a continué sa mutation, Laurence Parisot a mis l'organisation MEDEF nationale au cœur de la société, avec des problématiques sociétales, avec le RSE, avec le développement durable, avec un certain nombre d'approches vis-à-vis des participants à la société française, si vous voulez. Et donc le MEDEF est en train un petit peu de faire on va dire au niveau national, faire sa révolution. Alors au-delà de ça, le MEDEF, c'est la vision que souvent on en donne, c'est les grandes entreprises, c'est le CAC 40. Or aujourd'hui, le MEDEF, où que ce soit, au niveau national comme au niveau régional, c'est le rassemblement d'entreprises de petite ou de moyenne taille. Aujourd'hui, en Lorraine, c'est vrai aussi au plan national, nous représentons nos adhérents sont pour 80% des entrepreneurs qui emploient moins de
50 salariés. Donc dans ce domaine-là, vous êtes l'autre syndicat patronal, c'est... On est l'autre syndicat patronal, ou un des 3 syndicats patronaux, parce que vous en avez avec lesquels on a d'ailleurs plutôt, globalement, des bonnes relations. CGPME, UPA pour l'aspect plus artisanal voilà. Donc voilà, il y a 3, on va dire globalement aujourd'hui, 3 composantes. Donc la perception de l'entreprise aujourd'hui passe par ces trois entités qui ont des discours qui sont cohérents, vous semble-t-il ? Écoutez, moi je pense qu'elles ont tous des discours cohérents. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les patrons, ils sont tous d'accord sur ce qui se passe, qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre des organisations. C'est pas là le problème, si vous voulez. C'est d'ailleurs pas un débat qui est pas très intéressant de savoir... Par contre, globalement, on est tous sur la même ligne d'une défense, si vous voulez, de l'entreprise, au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Et c'est une défense, qui est plus importante aujourd'hui qu'on a un gouvernement de gauche qu'elle ne l'était avant avec un gouvernement de droite ? Non, moi les chefs d'entreprise ne font pas de politique. Les chefs d'entreprise, ils ont besoin de vision, ils ont besoin de vision à long terme, ils ont besoin de sécurité. Et même si je vois monsieur hocher un peu de la tête... je poserai ma question. Il va poser sa question juste après. Oui, je pense bien. Moi, je vais vous dire une chose. J'étais au conseil exécutif du MEDEF. Il y avait là des chefs d'entreprise, des responsables de grandes fédérations, dont les sentiments de gauche sont très clair, très affirmé. Je veux dire que le problème des chefs d'entreprise, c'est pas un problème de positionnement politique, c'est un problème de positionnement vis-à-vis de la survie des entreprises. Par rapport à une perception et par rapport à des mesures. Par rapport à une perception, par rapport à des mesures, par rapport à une situation qui est grave. On sort d'une crise économique. On a cru qu'on en sortait plus facilement en 2010-2011. On s'aperçoit que c'est pas ça. Et aujourd'hui, si on fait le constat, on n'arrête pas. Alors, on est dans un pays qui est très endetté, mais on n'arrête pas de tirer sur le soldat entreprise pour sauver la France de ses dettes. On voit bien aujourd'hui, quand on cherche à récupérer 30 milliards pour réduire la dette publique, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit de 10 petits milliards et on va chercher 20 autres milliards chez les contribuables, mais aussi dans les entreprises. Denis, quand j'ai hoché la tête quand vous disiez le MEDEF ne fait pas de politique, il y a quand même eu l'appel la semaine dernière dans le journal du dimanche de 98 grands patrons. Si ce n'était pas un appel politique, c'était quoi ? Alors vous voulez peut-être faire parler... C'est des structures différentes. Oui. Alors vous voulez peut-être faire parler... Mais ce sont quand même des grands patrons, ce sont des gens qui sont aussi au MEDEF. Oui, pour certains du CAC 40. Il s'agissait des patrons de la FEB, je pense, qui est une autre organisation, qui est une organisation des très grandes entreprises, on va dire que des représentants du CAC 40 ou du top 100, on va dire, d'entreprises. Bon, mais je ne suis pas sûr que leur affirmation ait été une affirmation volontairement politique, dans le sens politicien du terme. Si, parce que cet appel-là, ils ne l'ont pas lancé pendant les 5 ans où Sarkozy était au pouvoir. Ils le lancent maintenant quand les socialistes sont au pouvoir depuis 6 mois. C'est le reproche qu'on pourrait leur faire. Je ne suis pas d'accord. D'abord, parce qu'ils ne représentent pas la totalité des entreprises françaises, je suis désolé. Moi, je dirige une entreprise de 5 salariés aujourd'hui. Donc, il y a toutes sortes d'entreprises. La plupart de ces entreprises vont assez bien. Pourquoi ils poussent on va dire un cri aussi? C'est parce qu'ils ont une très bonne vision de ce qui se passe à l'international. Ils ont une très bonne vision du développement qu'on est capable de faire dans ces grandes entreprises, là où, on va dire, l'entreprise est libérée, où elle a moins de pression, y compris de pression fiscale. D'ailleurs, c'est ce qui fait leur bénéfice en général. Ils ne vont pas les chercher en France, ils vont les chercher ailleurs. Toutes ces entreprises ont parfois des activités qui sont de l'ordre de 10% en France, puis de 90% ailleurs. Donc, je pense que ce qu'ils ont dit, ça fait un moment qu'ils le disent. Peut-être qu'ils le disent plus publiquement aujourd'hui parce qu'il y a le feu à la baraque. Je suis désolé. Mais est-ce qu'on peut en même temps apporter du crédit à ces gens? Je vais citer 2 chiffres. En 2012, les sociétés du CAC 40 ont versé 37 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Dans le même temps, 17 groupes du CAC 40 ne payent pas d'impôt sur les bénéfices en France. Est-ce qu'on peut leur apporter le moindre crédit?
Est-ce que ça ne complique pas aussi votre situation à vous, qui est dans une situation différente? Non, vous me demandez de répondre sur l'état des entreprises du CAC 40. Je suis désolé, mais je n'ai pas les éléments techniques pour vous répondre. Non, mais moi, c'est des chiffres. Je suis président de MEDEF Lorraine et en ça, j'ai une structuration d'entreprise qui correspond pas à celle-là. Ils ont aussi des actionnaires, ces gens-là. Il y a des actionnaires, il y a des financeurs. Ils ont besoin de finances. La bourse, d'accord, il y a des aspects de la bourse qui aujourd'hui sont d'ordre spéculatif, mais la bourse, elle sert aussi à financer les entreprises dans le sens du financement de l'économie, des investissements des entreprises. Et il y a une certaine logique à ce que les investisseurs soient aussi rétribués. Les salariés sont rétribués aussi dans les entreprises. Je suis à peu près persuadé que si vous connaissiez les chiffres versés aux salariés dans ces entreprises au titre de la participation et tout ça, vous vous apercevrez que ce sont aussi des sommes importantes. Donc, non, je m'arrête là sur le sujet. Si j'étais un peu plus, je ne suis pas venu vers vous pour vous parler des gens du CAC 40. Mais si j'étais un peu plus provoque, je dirais aujourd'hui, est-ce que finalement, entre les patrons et les ouvriers, est-ce que le lien qui pourrait facilement, je dirais, disparaître ou qui en tout cas ne sert pas à grand-chose et cause beaucoup de problèmes, ce n'est pas les politiques finalement? Si on laissait que les patrons et les ouvriers, comme ça s'est passé en Belgique, 1 an et demi sans gouvernement, est-ce que les patrons et les ouvriers n'arriveraient pas à s'entendre plus facilement? C'est une bonne question. Alors, ça, elle est provocatrice, mais... Non, c'est un vrai problème de fond. Quelle est la valeur ajoutée des politiques dans le développement de l'économie? On peut se poser la question. Mais c'est la question. Hein? On est d'accord. Moi, je me pose la question. Quelle valeur a l'interventionnisme d'État sur un certain nombre de problèmes économiques, ou que ce soit l'État ou que ce soit la région en région, etc. Ne vaudrait-il mieux pas laisser les entrepreneurs ou les entreprises, avec les partenaires sociaux, se préoccuper de problèmes, des problèmes économiques? On a de très bonnes relations d'ailleurs avec les partenaires sociaux. Mais est-ce qu'on en est capable, y compris dans les domaines économiques? Je dirais, est-ce qu'on en est capable quand on connaît aussi l'histoire de France et la manière dont... Bien sûr, on en est capable. Dont a été monté et développé ce pays? Il y a quelques années, il y a eu de signer entre à la fois les acteurs du patronat et les acteurs des syndicats un certain nombre de données économiques qui ont été analysées, signées, contre-signées par tout le monde, si vous voulez, sur des problèmes y compris qui touchaient à la compétitivité, aux différences France-Allemagne, etc., où tout le monde est d'accord là-dessus, y compris les syndicalistes. Monsieur Lambert, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour la Lorraine? Parce que nous, dans cette émission, on aime bien de temps en temps passer de bonnes nouvelles, et elles sont rares en Lorraine. Alors, j'ai vu que vous aviez adressé une lettre ouverte au président Masseray. Oui. Pourquoi cette lettre ouverte au président Masseray, et qu'est-ce que vous reprochez au projet Lorraine 2020? Alors déjà, les bonnes nouvelles pour la Lorraine. On a un peu l'habitude en Lorraine de faire, j'allais dire, du misérabilisme. Hein. Alors, se plaignent, la démographie ne va pas bien, l'emploi baisse. Alors, on est évidemment dans une région qui peut être plus touchée, parce que très industrielle, que d'autres. Ceci étant, il y a aussi de belles entreprises, des entreprises qui investissent, des projets qui se posent. Bure en Meuse, Safran s'installe, Terra Lorraine laisse oui, il y a la position. Vous trouvez ça bien, Terra Lorraine, vous, que les Chinois arrivent chez nous pour faire du commerce? Écoutez, de toute façon, les Chinois, ils n'ont pas attendu d'être à Illange pour venir en Europe, faire du business et vendre leurs produits. Hein, on est bien d'accord. Bon. Deuxièmement, si c'est une opportunité pour nous et pour les Lorrains, j'allais dire de renvoyer la balle, il va falloir se battre pour ça, pour aller faire du business avec les Chinois. Et on sait qu'il y a des produits qui les intéressent dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du luxe, peut-être dans d'autres domaines. On leur vend des machines-outils. Moi, je connais des entreprises meusiennes qui fabriquent des bancs de laminoir pour la sidérurgie chinoise, etc. Donc il y a des choses à faire. Bon. Alors après, il y a l'analyse de dire si c'est pas à Illange, où c'est. Hein. Clairement, autant mieux que ça soit à Illange que d'être au Luxembourg ou en Lorraine. Hein, on est d'accord. Donc moi, je suis plutôt positif sur ce projet-là, mais je suis d'accord qu'on peut. C'est un projet à risque, mais si on ne prend pas des risques, on ne fait rien. Alors, qu'est-ce que vous déploriez? Vous avez commencé votre phrase en disant oui, on est dans une région où on a parfois une tendance au misérabilisme et à des choses de ce type-là. Alors, donc, il y a quand même il y a des entreprises qui bossent, il y a des grosses entreprises qui ont investi, Peugeot, donc il y a des choses qui se passent en Lorraine.
Moi, ce qui me marque en Lorraine, c'est la division des Lorrains. C'est clair qu'on ne travaille quand même pas de manière unie. On ne tire pas les projets ensemble. Aussi bien les politiques que les chefs d'entreprise. Oui, peut-être bien. Oui, je cherche pas. Non, mais les c'est un constat. politiques, c'est assez sensible. Les chefs d'entreprise, il y en a aussi qui sont comme ça. Il y a des progrès qui ont été faits. On voit que des maires de grandes villes se sont quand même un petit peu rapprochés, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même des choses. Regardez, on prend la sidérurgie, Florange, c'est un problème, c'est un vrai drame pour certaines familles. Le projet Ilcos qui lui correspond, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a le président Mastré qui écrit il n'y a pas très longtemps au préfet en disant écoutez, les sous que vous ne mettez pas sur Ilcos, puisque vous n'allez pas les mettre. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de tuer le projet que de commencer par dire ça? Pour vous, c'est une trace de défaitisme, ça? Ah oui, bon. Faudrait peut-être le mettre sur la filière bois, ou etc. Bon, au CES, il y a une motion de fait pour soutenir le fait qu'on puisse garder une sidérurgie, etc. Moi, à cette occasion-là, j'ai d'ailleurs fait une déclaration, je peux vous la lire, si vous voulez. C'est Sidérurgie Lorraine, une seule solution, l'union. Donc, concernant cette motion, j'expliquais que je n'étais pas d'accord sur la totalité de la motion, mais que j'allais la signer dès demain. Et pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une occasion unique que l'ensemble des forces économiques, sociales, politiques s'unissent afin de se battre pour la sidérurgie Lorraine et pour le projet Ilcos. Je demande donc que cette conférence des exécutifs, c'est ce que la motion demandait, une conférence des exécutifs pour faire l'union des Lorrains sur la défense d'un projet sidérurgie à Florange et la défense du projet Ilcos. Je demande donc que cette conférence des exécutifs élargie se réunisse très vite, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, que chacun modifie son emploi du temps pour que cela puisse se faire. Qu'y a-t-il de plus important que de nous unir sur ce sujet? Alors, sur le principe, j'ai bien dit nous unir, et non pas défendre nos chapelles, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques. Donc vous voyez, je mets tout le monde dans la même. Dépassons nos clans, nos idéologies, nos intérêts immédiats, arrêtons les discours creux et souvent partisans, soyons avant tout lorrains. Engageons ce combat vite, avec force et détermination. Si nous arrivons pour la première fois de notre histoire à nous unir, cela provoquera un tel choc qui nous permettra de voir de façon beaucoup plus sereine l'avenir de notre région. Nos électeurs, nos mandants, ceux que nous représentons, n'attendent pas cela de nous, ils l'exigent. Sillonne la Lorraine en permanence et je peux vous dire que partout j'entends cette exigence. Pour ma part, pour notre part, nous sommes prêts à le faire, mais la première décision commune est de le faire vite. Ok, alors moi, je peux vous dire que mon agenda qui est complètement rempli, je suis prêt à le déchirer pour participer à quelque chose comme ça. Alors on a une réponse, on va dire direct ou indirect, à l'occasion d'un discours à l'inauguration du Salon à l'envers à Thionville, qui a dit qu'une telle conférence allait se faire. Moi, j'ai entendu ceux à qui il invitait à participer. Je n'ai pas entendu les entreprises ni les syndicats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va débattre d'un sujet qui, bon Dieu, me paraît quand même extrêmement important pour la Lorraine, pour les entreprises lorraines, pour les sous-traitants d'un futur repreneur Arcelor, et aussi pour les partenaires sociaux que sont les syndicalistes. Et les seuls qui sont pas... Peut-être qu'on considère que dans les chambres de commerce, vous êtes représentés, puisque les chambres de commerce et d'industrie sont associées, non ? Avec un peu des différences, avec le fait que nous, quand on va dans une conférence comme ça, on y envoie nos représentants chefs d'entreprise, et pas obligatoirement nos permanents comme ça arrive dans les chambres de commerce. Je ne les critique pas. Ouais. Ils ont leurs valeurs, ils ont leur justification. Ils sont là aussi pour animer le développement économique de la Lorraine. Mais ça n'empêche que les chefs d'entreprise ou les syndicalistes sont mis à l'écart de ça. Voilà. Alors que... Moi, je dirais, je plaide pour Monsieur Lombard. J'ai pris un ou deux chiffres. Pour une fois, j'ai préparé. C'est bien. Mais non, ça me semblait important parce que c'est quand même quelque chose qui fait écho aujourd'hui, parce que derrière, il y a des vies, il y a des emplois. En 10 ans, la part industrielle des emplois industriels en France a baissé de 18 à 13%. Pendant que dans le même temps, ça restait stable en Allemagne autour de 23%. Ça veut dire que, en grosso modo, si mes chiffres sont bons, mais ils le sont, il y a 750 000 emplois qui ont été perdus en 10 ans dans l'industrie en France. Si je fais écho à ce qui se passe à Luxembourg, sur les 4 dernières années, c'est 37% des emplois industriels qui également ont été perdus. Est-ce qu'on peut être une grande nation économique sans une industrie forte ? Moi, je ne pense pas, parce que, vous voyez, moi, je suis chef d'entreprise et je suis commerçant.
Vous pourriez dire que c'est paradoxal qu'un commerçant défende l'industrie, mais moi, pourquoi je vis, pourquoi j'ai passé ma vie à diriger une entreprise qui a pu faire vivre à peu près 45 salariés? Parce que à côté de moi, il y avait des entreprises industrielles qui elles, créaient la richesse. Bon. Si j'étais patron d'une entreprise de service, je dirais la même chose, si vous voulez. Hein, parce que le fait générateur de création de richesse, c'est d'abord l'industrie, c'est la fabrication des produits. Le commerce ou le service, qu'il soit à la personne ou qu'il soit service à l'industrie, c'est une activité qui s'agrège, si vous voulez, à celle-là. Donc là, on va arriver dans le fameux débat de la compétitivité. On a dit, ces derniers jours, on avait parlé d'un choc, ensuite d'un pacte, ensuite de plus rien du tout. Et aujourd'hui, on parle d'un Big Bang. Enfin, en tout cas, le MEDEF parle d'un Big Bang, la présidente du MEDEF parle d'un Big Bang. Tout à l'heure, vous rapprochiez l'idée chef d'entreprise, politique, on crie plus parce que c'est un gouvernement de gauche, etc. Deux choses. Vous remarquerez que jusqu'à présent, on n'avait pas dit grand-chose pour presque à se le faire reprocher par nos, j'allais dire par notre base, parce qu'on voulait laisser le gouvernement aussi travailler, voir ce qui est. Bon, aujourd'hui, on est quand même arrivé à un moment donné, on voit que les choses n'avancent pas, et il y a un certain nombre de rapports. Alors, Gallois. Mais Gallois, il n'est pas encore sorti, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Bien sûr, non, mais, moi je ne sais pas, mais vous savez, puisque vous non, moi je lis la presse, nous on lit comme vous. Hein. Je lis la presse et j'écoute. L'ami. Hein, et puis vous prenez Attali, que je sache, ça me paraît être plutôt des gens qui tirent à gauche qu'ailleurs, qui disent rien d'autre. Allez. Je suis peut-être pas à 100% d'accord avec ce qu'ils disent, mais à 90%, ils disent rien d'autre qu'il faut créer un choc. Alors on répond à ça, compétitivité hors coût, innovation, école, formation, etc. Mais ça, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. C'est pas maintenant. Et le problème de la France aujourd'hui, c'est donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de la solidarité sociale des charges familiales des entreprises. Depuis la fin de la guerre, on a mis le système de santé des Français et le système des retraites des Français, on l'a attaché au travail salarié, que ce soit les entreprises ou que ce soit les salariés. Donc, la préconisation, en tout cas, que nous, on en a, c'est celle qu'on appelle de la double hélice. D'ailleurs, on a trouvé que le président Sarkozy, quand il a commencé à parler de TVA, de compétitivité, puisqu'on avait parlé de TVA sociale, c'est un mot monstre en France, allez pas assez loin. C'est-à-dire qu'il faut à la fois jouer sur la CSG, la TVA. D'abord, en jouant sur la TVA, on pèse aussi sur les produits que les Chinois nous envoient, sans beaucoup de difficultés, sans beaucoup de frais de leur part. Une TVA qui ne peut plus être discriminatoire. Voilà. Aujourd'hui, elle ne peut plus l'être. Et si vous voulez, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a à la fois une baisse des charges des entreprises, mais aussi une baisse des charges des salariés, qui, au travers de ça, retrouveront le pouvoir d'achat, ou en tout cas la compensation qu'ils pourraient avoir, sachant que la préconisation pensée, c'était que l'augmentation de la TVA se fasse hors des produits de première nécessité, évidemment, pour ne pas toucher les plus démunis. Monsieur Lambard, mais est-ce que ça, je dirais, est-ce que c'est pas trop tard pour pouvoir faire tout ça? Mais parce que finalement, le problème, c'est de prendre la décision de le faire, d'avoir le courage de prendre la décision de le faire. Alors on entend ici et là dire que les Français sont pas prêts au choc. Ils sont pas prêts à quoi? Ils sont pas prêts à subir le choc, ou c'est les dirigeants politiques qui sont pas prêts pour des raisons, je m'excuse, je dis le mot, électoralistes, de clientélisme, qui sont pas prêts à le proposer aux Français. Si on crée pas quelque chose qui change, on va continuer à s'enfoncer, on va continuer à faire les constats. J'ai lu dans les Échos ce matin que la politique économique française inquiète Berlin en ce moment.
Donc ça veut dire que voilà, vous aviez hier, bon, je sais plus, c'est le Bild Zeitung, ou enfin un journal allemand qui est plutôt un journal avec des titres un peu ronflants, qui faisait dire, je sais plus à qui, que la France allait être bientôt la Grèce de l'Ouest. Oui, c'est ça. Berlin veut éviter que Paris ne devienne la nouvelle cible des marchés. Le problème, pourquoi les Allemands expriment ça? Là, c'est un journal qui l'exprime. C'est pas obligatoirement les responsables politiques allemands. C'est quand même qu'on a le sentiment nos voisins ont le sentiment de ne voir ne rien faire. Ou prendre des décisions qui vont dans l'autre sens. Aujourd'hui, en même temps, ce qu'ils ont fait eux avec Schröder il y a quelques années, les fameuses lois Hartz IV, ça a juste produit 20% de travailleurs pauvres en plus en Allemagne. Donc ça, ils oublient parfois de le dire dans leur bilan. Et la deuxième chose, c'est que c'est la même chose. Si on compare les constructeurs automobiles français et les constructeurs automobiles allemands, désolé, il y a des erreurs de stratégie, mais flagrantes sur les constructeurs automobiles français, Peugeot et Renault pour ne pas les nommer, alors que de l'autre côté, que ce soit BM, que ce soit Audi, que ce soit Mercedes, on ne s'est pas trompé sur la stratégie qu'il fallait, on ne s'est pas trompé sur les endroits qui souffrent aussi maintenant. Non mais ils souffrent aussi, mais en attendant, ils ont quand même... il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes et je voudrais juste que d'un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes, ça passe vite. Oui, je vous l'avais dit dès le début, rappelez-vous. La lettre ouverte au président Masseret sur Lorraine 2020, vous lui reprochez quoi exactement à ce projet 2020 en une minute? Si vous voulez, nous on a beaucoup travaillé, on a fait partie des commissions, on a pensé que c'était un projet qui allait préparer la Lorraine à échéance 2020 et préparer son développement économique. Or, on a le sentiment aujourd'hui qu'il est rempli quand même d'un certain nombre d'idées et d'idéologies partisanes et qui met à mal, qui met au banc l'entreprise. On ne parle pas de compétitivité, on dit que la formation est faite pour l'épanouissement personnel des gens, mais on le connecte pas avec l'emploi. D'accord, la formation, ça doit aller dans le sens de l'épanouissement de chacun, mais si c'est pas raccroché à un emploi, ça peut pas gazer. La voiture individuelle est mise au banc, sauf qu'on a quand même quelques constructeurs de moteurs. Il faut savoir ce qu'on veut dans la région Lorraine. L'énergie, Cattenom est déjà fermé dans le rapport. Ah oui, vous le lirez avec... Qui de vous a eu le courage de lire ce rapport complètement? Je m'arrête là. J'ai eu heureusement des lecteurs, mais... Donc, Cattenom est déjà fermé. Comme toutes les régions françaises, on est en train de travailler sur chaque région doit être capable d'assurer son autosuffisance énergétique. Moi, je m'excuse, mais on a une capacité à produire de l'énergie. Et pourquoi ça ne serait pas une force de développement économique en Lorraine? La RGPP, on passe dessus. Quant aux banquiers, ils sont condamnés. Les banquiers sont condamnés. Alors moi, je m'excuse, mais les banquiers, c'est pareil que l'industrie automobile, c'est des entrepreneurs comme d'autres. Et moi, je suis plutôt à... Et pourquoi vous dites que les banquiers sont condamnés? Parce qu'il y a des affirmations à caractère moral qui considèrent qu'ils sont... À caractère politique, si vous voulez. Parce que une fois de plus, on assimile la grande finance aux banques. Je suis désolé, mais en Lorraine, il y a quand même des banques, y compris d'ailleurs des banques qui sont dans l'organisation économique et solidaire. Vous en connaissez au moins 3 grandes, comme moi. Et qui font leur boulot, globalement. Je ne vous dis pas que j'ai toujours souri quand j'avais mon banquier en face de moi, mais chaque fois que j'aurais proposé un projet d'investissement qui tenait la route, ils m'ont suivi. Ben voilà, on arrive à la fin de ce rendez-vous. On a même fait 28 minutes, vous voyez, je vous avais dit que ça allait passer vite. Merci beaucoup, Monsieur Lambart, vous êtes le président du MEDEF de Lorraine. C'est votre première interview dans ce cadre de cette émission. J'espère que vous reviendrez nous voir. Mais avec beaucoup de plaisir, merci. Merci à Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à Denis, le rédacteur en chef de L'Essentiel. La semaine prochaine, de nouveaux rendez-vous politiques dans l'air du temps ou économique. On verra l'affiche la semaine prochaine, mais il se pourrait que ce soit Laurent Vaux qui est notre invité. Il se pourrait. Il se pourrait. Passez une excellente journée, excellente soirée. Merci encore. Merci beaucoup.